Dans la paracha de Balak, quand Balak a convaincu Bilam de venir maudire les Bnei Israël, le malach d'Hachem intervient et lui demande « Mais tu ne dois pas y aller. Qui sont les gens d'abord ?» Donc, qui sont les gens qui sont là? Que il loue comme si Hachem ne savait pas. Mais Bilam dit la chose suivante. Hine ha'am, c'est dans le Perek Kavbet, le pasuk Yudalev. Hine ha'am hayotse mimitzraim vaychas et ein haaretz ata lecha kavali oto ulai uchal leilachem bo vegerashtiv. Il rapporte les paroles de Balak, en vérité en les transformant, comme on va tout de suite voir. Voici le peuple qui sort d'Égypte et qui couvre la surface de la terre, à présent va le maudire pour moi, peut-être pourrais-je combattre contre lui et m'en débarrasser et l'expulser. Bien. Voici le peuple qui sort d'Égypte, qui couvre la face de la terre, à présent va le maudire pour moi, peut-être pourrais-je lutter contre lui, le chasser. Rachi sur place, Kavali, compare ce que Balak a effectivement demandé à Bilam avec ce que Bilam vient dire. Zouk Hashem et Harali, ce que Bilam rapporte, ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui aurait demandé, Kavali, ça n'est pas la même chose que ce que Balak a demandé au départ. Lui, il a dit Harali. Harali, c'est simplement maudire. Mais Kavali, c'est en utilisant le nom d'Hachem, et Nokev. Nokev, c'est quelque chose qui transperce, comme Nekeva, un trou, quelque chose de Nekev, quelque chose qui transperce, comme ça, comme si c'est quelque chose d'aller jusqu'au bout de la malédiction. Shehu Nokev ou Mefaresh, car il transperce en désignant les choses. Vegerashtiv, et que je le chasse, que je l'expulse, Minaolam, Gerashtiv sans précision, qu'il n'existe plus. J'élimine. Ou Balak, Lohamar, et la bagarre chez nous, Minaharetz. Alors que Balak, en vérité, lui, ce qu'il avait demandé, que je puisse le chasser de mon pays. C'est une menace. Je voudrais m'en débarrasser de cette menace. Il n'a jamais demandé qu'on l'élimine. Le Gerashiv, sans Gerashiv. Et il me vakesh, elle a la siam me'alai. La seule chose que je demande, c'est de faire qu'ils aillent ailleurs, qu'ils ne passent pas chez moi. Ou Bil'am haya son'am yoter mi Balak. Et on voit là que Bilam haïssait donc Israël plus encore que Balak. On est là? Tout le monde y est? Bien. Il s'agit ici de deux positions par rapport à l'invasion des Bnei Israël à leur sortie d'Égypte. L'une, telle qu'elle a été formulée par Balak, qui se sent menacé, n'est-ce pas? Il est menacé parce que il y a un peuple qui est terriblement fort, c'est Attila, là où il pousse, l'herbe ne repousse pas, qu'il chochachor, qu'il déracine les choses, il n'y a aucune bracha là où le peuple passe. Il a peur de cette menace. Il croyait compter sur Sichon et Og, c'était des rois extrêmement puissants, qui étaient les deux piliers qui gardaient l'entrée du territoire, et Israël s'en est débarrassé. Et maintenant il a très très peur, Vayagor, Moab tremble. Ils se sentent plus bien, ils sont écœurés, ils sont devant une menace pareille, ça les remet totalement en question. Alors qu'est-ce qu'il demande Balak, le roi de Moab? Eh bien, il sait, et ce que je vous rapporte, c'est des choses du Midrash, que autrefois, Moab est un peuple extrêmement puissant. Et Sichon, le roi des Hémoris, a eu droit à profiter de la klala de Bilam pour lui donner la victoire sur Moab.
Et il y a toute une partie du territoire de Ammon et Moab qui a été récupérée chez les ennemis d'Israël, chez Moab et Ammon, au bénéfice de Sichon, grâce à sa klala. Et maintenant, le roi de Moab lui-même, qui savait qu'une klala de Bilam, ça valait son pesant d'or, oui, il lui envoie des pesants d'or pour qu'à son tour, il aille maudire Israël pour qu'effectivement on puisse... Qu'est-ce qu'il demande? Il y a un ennemi, une invasion, on n'arrive pas à les arrêter. Amiyatsam Israël, un peuple qui sort d'Égypte, qui est sorti d'Égypte, Veinechissa et Tenaharet, ils couvrent la face du sol, ils sont nombreux comme des sauterelles. Vous savez, là où les sauterelles passent, il n'y a plus rien. Tout trépasse, oui. Waouh, j'arrive pas à les arrêter. Alors écoute, donne-leur une petite klala comme ça, un petit truc, Arali, une petite malédiction, que Vagarchino Minaretz, que je le fasse quitter le pays ici. Ou là, nakebo, nakebo, c'est-à-dire, ou les frapper, c'est du verbe, le hakot, ou bien ça veut dire menaquer, ça veut dire retrancher, que je leur fasse subir quelques pertes et qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas essayer de m'attaquer. Et comme ça, ils comprendront, ils passeront leur chemin. C'est tout ce que Balak veut. Ça veut dire que Balak, c'est un roi qui se sent menacé dans son royaume et qui demande la malédiction de Bilam pour se débarrasser des Israël. C'est tout, pas plus. Bilam, quand il parle de cela, il dit Kavali, il faut les maudire jusqu'au plus profond, de trouver, vous voyez, une vraie malédiction, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est de descendre à la définition la plus profonde d'une personne, de trouver quelque chose qui vaut rien. Vous voyez, kal, klala, kal, léger, ils ne font pas le poids. Ils ont une déficience, ils ont un défaut très profond, et avec cela, ça ne mérite pas de vivre. Oui, ça c'est la klala. Le nokev, c'est aller jusqu'au bout et aller dire que cette personne, elle ne fait pas le poids, elle n'existe pas. Pourquoi? Vegerashtiv, pour s'en débarrasser, pas du pays, pour s'en débarrasser. Alors on peut s'étonner. Qu'est-ce que Bilam, c'est pas lui le baldavar, c'est-à-dire pas lui qui est concerné, c'est pas une partie du procès. Le problème c'est entre Israël et Moab, entre Moshe et Balak. C'est pas un problème de Bilam. Mais Bilam, à l'occasion où on l'invite, il met comme ça toute sa haine d'Israël. Il la met là-dedans. Et il veut se débarrasser d'Israël. Comme dit le Jonathan Benouziel, le traducteur, il dit, c'est la vanne. Bilam, c'est la vanne. Ça veut dire quoi? Bikesh la kor et takol. Il veut tout se débarrasser, pire que Paro. Paro, il attaque les hommes, il a peur des hommes, mais il n'a rien contre le peuple. Mais Bilam, Lavan, c'est des gens qui veulent complètement déraciner, ils sont complètement allergiques à Israël. Le problème que je me suis posé est le suivant. D'où ça vient cette haine tellement viscérale, fondamentale, radicale de Bilam envers le peuple juif? Les Juifs n'ont jamais rien fait. Et on voit cette espèce de haine qui existe depuis que les Juifs ils sont au monde. Dès que Yaakov apparaît, il y a Lavan qui apparaît, qui veut étouffer complètement le peuple juif, empêcher toute expression du peuple juif, l'accord est à col, tout décimé. Ouais. Et Bilam, il vient, il a l'occasion, alors il va s'en donner à cœur joie, il voudrait s'en donner à cœur joie. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors a priori, on pourrait le comprendre à partir de certains textes qu'on retrouve dans la Mechilta et qui sont reprises ou prises également dans le Midrash Tanchuma. Il dit la chose suivante. Quand Hachem s'est adressé pour la première fois à Moshe, au bénéfice du clan Israël, Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron, Be'eretz Mitzrayim les morts, là où il va dire Chodesh Hazel Lachem. Ce mois, c'est vous qui décidez du mois. C'est vous qui êtes les maîtres du temps, n'est-ce pas? Bien. Alors, c'est précisé là-bas, Be'eretz Mitzrayim, qu'il s'est
adressé à eux en Égypte. Évidemment que c'était en Égypte, puisque les Bnei Israël n'en a pas encore parlé de sortie d'Égypte à l'époque. Donc c'était évident que c'était en Égypte. Qu'est-ce que le texte vient préciser qu'il leur a parlé en Égypte? Et à ce niveau, le Midrash et la Mechilta disent la chose suivante. Ad shelo nivchera Eretz Israël, hayu kol ha'aratzot rouyot le dibour. Mi shenivchera Eretz Israël, nifselu kol ha'aratzot. Avant que Eretz Israël n'apparaisse dans l'histoire, dans le Midrash, il parle d'Eretz Israël. Alors, tous les peuples, tous les pays, ça marche ensemble, parce que le peuple, c'est là, si tu veux, la terre sur laquelle tu existes. Tu vois, le peuple juif, c'est Eretz Israël, c'est quelque chose de fondamental. Vous voyez. Alors, avant l'apparition du peuple juif, de cette promesse d'Eretz Israël, le monde entier était digne, susceptible de recevoir la parole d'Hachem. Et c'est pour ça que la première fois où Hachem s'adresse à Israël, à Moshe, pour le clan d'Israël, il leur parle d'Eretz Mitzrayim. Sache que fondamentalement, ce n'est pas un choix délibéré qu'Hachem a fait, qu'il a des potes, il a de la protection, du piston pour protéger certains pas. C'est une histoire qui s'écrit, il y a une dimension qui va paraître avec le peuple juif, et qui obsolète, qui rend upgefregt, qui rejette toute dimension des nations. Mais avant cela, Hachem s'adresse Be'eretz Mitzrayim. Il n'a rien contre tous les peuples. Quand il va y avoir la dimension d'Eretz Israël avec son peuple juif dessus, ça c'est quelque chose qui rejette, rend caduque, rejette aux oubliés de tous les autres pays. Le Midrash d'ailleurs continue là-bas en disant, et tant que Yerushalayim n'a pas été choisi, tout Israël était susceptible d'avoir la Shrina. Une fois qu'il y a Yerushalayim, la Shrina c'est Yerushalayim. Tant que le Beth Amikdash n'a pas été choisi, tout Yerushalayim avait une certaine dimension. Une fois qu'il y a le Beth Olamim, le Kodesh HaKodashim, le Beth Amikdash, ça y est, c'est le dialogue d'Hachem, ça se passe à travers le Beth Amikdash. Tant que Aaron n'a pas été choisi, chacun pouvait prétendre être Cohen. Une fois que Aaron est choisi, c'en est fini. Tant que David Amelech n'a pas été choisi, tout le monde pouvait être roi. Une fois que David est choisi. Donc vous voyez, c'est un midrash qui s'inscrit comme ça en écrivant comme ça d'une façon très rapide l'histoire, les progrès du monde, l'évolution positive du monde. Mais je dirais la première phase, c'est les Umot HaOlam, leurs terres, sont balayées à partir de l'apparition du peuple juif. Et là, on pourrait comprendre qu'il y a ici une haine du porte-drapeau des nations, qui est Bilam. Il y a une haine contre le peuple juif qui les rejette aux oubliettes. Ils n'intéressent plus Hachem, d'une certaine façon. Hachem s'intéresse à tout le monde. Oui, Rachama val kol ma'asav. Il s'intéresse même aux animaux. Beaucoup plus forte raison les hommes. Mais ils sont quelque part, c'est plus le partenariat. Le partenariat, ça va être avec Israël. Et de cela, il a une haine profonde de ce peuple juif qui les a mis sur la touche. D'accord? Daniel Epstein, le rabbin Daniel Epstein, disait que Hinekissa et Haaretz, il a couvert, alors on a traduit, il a couvert et le visible, la surface du sol, la surface de la terre. C'est un peuple d'envahisseurs qui est tellement nombreux qu'ils sont comme des sauterelles qui s'abattent sur un pays, on ne voit plus la terre, tellement ils sont l'invasion. C'est comme ça que Balak voit le peuple juif. Et Daniel Epstein... Pardon? C'est Balak qui voit comme ça le peuple juif. Balak, oui. C'est Balak qui parle comme ça, que le peuple juif, il vient, en vérité c'est surtout chez Bilam, lui il voit surtout les sauterelles. Mais Bilam, il donne une signification à cela
Kissa et Enaaret, ça veut dire, lui dit, Vaïchas et Enaaret, mais ça couvre quoi? Que Ein, c'est aussi un mot pour traduire Ma'ayan, la source. La source du monde est couverte, c'est-à-dire la source, la vie qui jaillit de la terre. Oui, il y a une espèce de une richesse, une inspiration dans le monde qui existait. Et puis maintenant que le peuple juif y vienne, il couvre la source. Il n'y a plus d'inspiration. Fini. Le peuple juif, c'est une façon de traduire qu'il met au rebut toutes les nations. Il n'y a plus l'inspiration. Ils peuvent vivre dans des fantasmes, mais ils n'ont plus la réalité. Ils ont été descendus. Oui. Mais justement, le rôle du peuple juif, c'est de répandre la Shrina sur les nations. Peut-être, mais plus rien ne vient des nations. Les nations ne sont plus les partenaires. On ne parle pas du rôle du peuple juif, on parle des nations qui, en tant que nations, ont perdu complètement leur rôle, alors qu'avant, c'était, depuis la tour de Babel, il y avait 60 représentés, les puissances, etc., etc. C'est bien, ok? On est là. Moi, je pensais dire, approfondir cette idée, la façon suivante. Il y a un Ramban qui nous dit la chose suivante. Sur le Perek Kaf Aleph, à partir du Pasuk Yudalet. Là-bas, on dit Al-Ken Yamer Besefer Milchamot Hashem et Vahev Basufa Betanchalim Arnon. On décrit un peu ces victoires hors normes qui ont eu lieu dans l'histoire, comme l'histoire de Sichon qui a triomphé de Moab. C'était des choses étonnantes. Et le Ramban dit à ce propos, c'est pour cela que quand on en parle dans le livre des guerres d'Hachem, et tout de suite après vous ne comprenez plus rien, Et Vahev Basufa, Vetan Chalim Arnon, et tous ces parties-là, à la fin de la parashat Rukat, si vous regardez, est très compliqué, c'est comme une énigme qu'il faut déchiffrer, c'est comme coder, on ne sait pas ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui, bien. Le Ramban, si on veut prendre le niveau premier de la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire dans le livre des guerres d'Hachem, Shayu bedorotahem anashim hachamim kotvim sefer amilchamot hagdolot. En ce temps-là, il y avait des gens hachamim, perspicaces, intelligents, qui écrivaient les livres, les récits des grandes guerres. Les historiens, a priori. Car c'est ainsi que ça se passe. Dans toute l'histoire, le Ramban y connaît encore les grands écrivains français de son temps, mais partout, c'est comme ça, il y a eu les grands rédacteurs des histoires des nations. Ubale hasfarim hayu nikraim moshlim. Et ces gens-là qui écrivaient ces livres, ça s'appelle des moshlim. Comme c'est marqué un peu plus tard dans le Pasuk Kavzain, Al-Ken Yomru ha-Moshlim Bo'u Cheshbon Tibanem Itikonen Yitron. C'est pour ça les Moshlim. Les Moshlim, c'est le nom de ces écrivains. Ouais. Pourquoi on les appelait des Moshlim? Le mot de Moshlim, ça vient d'un mot peut-être que vous connaissez, c'est... Hein? Non. Hein? Autre chose? Oui, encore? Machal. Qu'est-ce que c'est Machal? Parabole, allégorie, illustration. Ouais. Pourquoi on les appelait des Moshlim? Shenosim bahem meshalim ou melitzot. Parce qu'ils écrivaient par allégorie, par parabole. Vanitzchonot aniflaim beinehem biarsim amilchamot hahem lachem.
et les victoires époustouflantes, hors normes qu'il voyait, il dit ça c'est Dieu qui intervient. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais, bien. Regardez quelque chose d'intéressant. Comment est-ce qu'il appelle les historiens? On aurait pu dire Sofré Améler. Par exemple, dans la Megillat Esther, on est appelé les Sofré Améler, les scribes du roi. Ils ont transcrit que, à telle date, Mordechai a sauvé la vie du roi. On n'appelle pas ça des moshlim, ils n'écrivaient pas paraboles, ils n'écrivaient pas des illustrations et des proverbes et des poèmes, des fables, et tout ça, c'est pas leur truc. Ils retranscrivaient le JO, le journal officiel. Pour le journal officiel, qu'est-ce qu'il faut? Des gens qui écrivent les choses telles qu'elles se passent, n'est-ce pas, Chana? Oui. Bon, alors, les histoires qu'on écrivait, il y a des gens qui savent écrire l'histoire. Qu'est-ce que tu leur demandes? À écrire l'histoire telle qu'elle est. Dis-moi, décris-moi cette chose-là. N'est-ce pas? Décris, raconte. Mais ici, il dit, oula, le Ramban, il parle de deux choses. Il dit, Chachamim Gdolim. Je ne comprends pas, pour écrire l'histoire, il suffit d'être un journaliste, pas besoin d'être un Chacham Gadol. Il faut simplement être honnête et décrire honnêtement ce qui s'est passé. Ouais. Il fallait que ce soit des Chachamim Gdolim. Qu'est-ce qu'on a besoin de... Et ça s'appelle des Moshlim. Ce n'est pas des scribes. C'est des gens qui te donnent des messages là derrière, qui te donnent des sens cachés, qui vont interpréter les choses. Vous voyez? Bon. C'est drôle ça. C'est des gens qui racontent l'histoire, je dirais, à leur manière, d'une certaine manière. C'est tout sauf du reportage. C'est pas un reportage des journalistes, c'est pas un reporter de guerre. Raconte ce que tu as vu. Non, c'est des chachamim gdolim. C'est pas des gens qui ont une caméra. Ils ont une façon d'écrire l'histoire. Et pour ça, il faut être un grand chacham, il faut savoir quoi rapporter. Vous voyez, mesdemoiselles? Important. Dans le pasouk Kaftet, le Ramban rajoute quelque chose. Vehagun me'od. Et il me semble très approprié, dit le Ramban, très approprié chez Nomar, que divrei Raboteinu qui a moshlim bilam, vekayotsebo minakosmin. Que ces gens-là, c'est Bilam, l'exemple même de ces moshlim, de ces écrivains, de ces gens qui réécrivent l'histoire, qui écrivent l'histoire dans un certain sens. Oui, les moshlim, c'est Bilam. Des gens comme Bilam. Dans le Midrash, on parle Bilam et son père déjà. Ben Beor, son père déjà aussi. On les cite comme des grands interprètes de l'histoire. Yo, ça marche? Jusqu'à là, tout le monde comprend? Alors on nous donne quelque chose d'un petit peu bizarre. D'abord, on nous dit, le Ramban qui dit, tu sais, écrire l'histoire, c'est pas un récit comme ça. C'est pas ça qu'on te demande. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Il y a comprendre, interpréter, donner du sens, faire quelque chose avec ça, pour le fait d'un grand haram. Et ça, c'est une première chose étonnante. Melitzot, Meshalim, on les appelait, ils ont un nom spécial. C'est pas Sofré Améler, c'est les Moshlim, les gens qui écrivaient par parabole, par énigme, par... Et vous avez qu'à lire toute cette partie-là dans la parachate Choukat, elle est compliquée, elle est difficile à payer. Ils disent rien en français, quoi. Prenez la traduction, vous ne comprenez rien. Pas grand-chose. Et la deuxième chose qui est très intéressante, que le Ramban y dit, V'hagunu me'od, et c'est très avisé, c'est très futé cette histoire pour moi, que ce que les Chachamim attribuent ce nom de Moshlim à Bilam. Bilam et consorts, oui, des gens du Bilam, l'exemple. Qu'est-ce que Bilam vient fiche là-dedans? On le connaît comme maudisseur, je ne sais pas comment on va
va le traduire, on connaissait comme peut-être un peu magicien, un peu sortilège, enfin j'en sais rien. C'est une autre paracha, qu'est-ce qu'il savait faire. Mais comme interprète de l'histoire, voilà, ça c'est nouveau. Et le Ramban, c'est quand même inhabituel que le Midrash, il dit qui c'est les Moshlim. Il dit c'est Bilam et son père, il cite ces deux-là, oui, et que le Ramban, il vient donner son jugement là-dessus. On n'a pas besoin du Ramban pour nous dire que ce que les Chachamim ils disent, c'est intelligent. S'il y a quelqu'un qui sait que ce que les Chachamim sont intelligents, c'est bien le Ramban, puisqu'il comprend ce qu'ils disent. N'est-ce pas? Et le Ramban vient donner Hagoun ou Me'od. Très intéressant cette histoire-là. Donc il y a quelque chose là-dedans de très perspicace chez les Chachamim d'avoir dit que Bilam, c'est un de ces fameux réécrivains de l'histoire. Vous voyez? Bon. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui. Bilam, il a écrit quelque chose, il a interprété quoi? Il a interprété les guerres, les grandes guerres. Il écrivait... Non, j'en sais rien, peut-être il y avait les... Ma femme, elle appelle ça les troubadours. Tu sais, au Moyen-Âge, des gens qui par des chansons de gestes et des trucs, des machins comme ça, oui, on réécrit les récits, on les embellit, on les transforme, il y avait toute une chorma. Oui, bon. Non, pas du tout, j'en sais rien, je ne connais pas les écrits de Bilam. C'est ce qu'il faisait Bilam. Comment? C'est ce qu'il faisait Bilam, c'était vraiment... Oui, c'est un gars qui travaille à plein temps, oui. Oui, sans doute il écrivait, sans doute il donnait des oracles, sans doute il donnait des malédictions. Il avait plusieurs chapeaux, sans doute un seul métier ne lui suffisait pas. Bon, alors, je pense que ce qu'il s'agit, l'enjeu de ce qu'il s'agit là-dedans, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez un minimum de culture, et si vous ne l'avez pas, je suis là pour ça, parce que j'ai un minimum de culture, pas plus. Mais si même moi je le sais, ça veut dire que c'est un truc de base, qu'il y a ce qu'on appelle les mythes, un mythe fondamental. Un mythe fondamental, c'est-à-dire que les peuples réécrivent l'histoire en se mettant en scène, en se donnant le beau rôle. Oui, vous allez voir. Les Français, par exemple, se donnent une image d'eux-mêmes avec le village gaulois, mais ça, c'est le village gaulois, ça vient pas de Goscinny, c'est les Juifs qui écrivent ces trucs-là encore. C'est pas de Goscinny le Juif que ça vient cette histoire-là. Elle vient de beaucoup plus haut. Cette histoire vient de beaucoup plus haut. Elle vient d'une espèce de mentalité française, les irréductibles, comme ça, nous on ne sait jamais, on est des coqs, oui, le symbole du coq, comme ça, l'espèce de balgaïveux, le mec, comme ça, il est un type, comme ça, important, hein, on fait l'important avec l'histoire française, elle réécrit l'histoire en mettant Vercingétorix, Vae Victis, comme ça, l'espèce de truc, avec le... malheur aux vaincus, voilà, des trucs comme les histoires de Alésia, Gergovie, les défaites deviennent des victoires, les victoires, évidemment, c'est des victoires, encore plus grandes victoires. Enfin, c'est une façon de réécrire l'histoire pour qu'elle devienne présentable. Parce que personne n'assume que, mais, tu sais, au début, les Romains, ils vont écrire l'histoire de la Louve avec les deux, Romulus et Rémus. Il y a d'ailleurs un midrash là-dessus. Mais les Romains, ils écrivent Romulus et Rémus. Les Allemands, ils se rattachent au Valhalla, vous savez, des espèces de trucs un peu mythiques, des divinités, Wotan, je sais pas quel machin. Les Grecs, ils ont leur mythologie. Et chacun, il fait sa mythologie, chacun, il fait des mythes fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire des mythes fondamentaux? Ça veut dire une réécriture de l'histoire où on se met en scène pour montrer son importance. Et pour ça, il faut des Chachamim Gdolim. Ça veut dire des gens très avisés. Des gens qui comprennent, qui savent de quelle façon présenter les choses et l'intérêt de dire que les choses comme ci ou comme ça, à quoi il faut connaître la nature profonde de chaque peuple, de quoi il a besoin, dans quoi il se reconnaît, quelle image il veut projeter de lui, etc. La vérité, c'est qu'il n'y a pas seulement les peuples qui sont comme ça, c'est que nous, chacun d'entre nous, on est comme ça aussi. C'est-à-dire, chacun voudrait échapper à certaines réalités
qui existent quand on parle des squelettes dans les placards. Je dis, dans toutes les familles, si tu vas gratter un petit peu, il y a des choses qui sont fermées. Et si tu vas chercher ces trucs-là, tu vois, il y a des trucs qui sont pas. Il y a eu des histoires de znout, il y a des histoires de machin. L'histoire des rois de France, c'est que cela. Oui, c'est que des histoires avec des bonnes femmes, avec des trucs qui trompent les uns les autres, que tu veux un mieux truc, machin. Des jalousies, des trucs, toute une histoire dans laquelle, quand on veut être légitime, chacun d'entre nous, on a tendance à sortir certains actes qui montrent qu'on est toujours intelligent, toujours été bien, etc. Et rejeter, mettre de côté des choses qui vaut mieux que ça reste à l'ombre. Par exemple, un enfant d'un couple désuni, il a une très grosse difficulté à s'assumer. Alors il va raconter cette histoire à sa face pour arriver à la supporter. C'est très difficile à supporter cela. Il va réécrire l'histoire, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un drame. Il y a un drame. Il a un problème. Quoi? Sa mère aimait pas son père, ou le père était alcoolique, il valait rien, c'était un schnappant, un truc. D'ailleurs, vous voyez, quand vous parlez aux gens, souvent, on a avec un public, il n'a aucune éducation. Et vous savez pourquoi il n'a aucune éducation? Parce que ses parents, déjà, c'était des voyous. Et ses grands-parents, ils n'ont donné aucune éducation. C'était des gens comme ça, pour différentes raisons, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a les circonstances historiques, parce que, etc., etc., etc. Mais chacun a comme ça des choses qui sont des côtés obscurs, des choses qui sont des pans obscurs de sa personnalité, qu'il essaye de cacher et de se cacher, de se voiler la face, parce que c'est quelque chose que... Il avait un enfant plus intelligent, il avait un frère plus intelligent, ou il avait tel et tel truc. Vous comprenez? On essaye de réécrire son histoire. Ce que les nations font en grand, on a souvent tendance à cacher ces choses-là. Et je dirais que le grand travail des psychanalystes, les psychanalystes, c'est faire le travail inverse. C'est-à-dire d'essayer d'enlever les images, les protections, les barrières et les réécritures qu'on fait de sa propre histoire, pour arriver à avant de savoir qu'est-ce qu'on peut te guérir, mais je veux savoir qui tu es. Or, on met des barrages. Vous dites à quelqu'un, oui, tes parents, tu ne parles pas de mes parents. Vous faites une critique sur Israël, tu ne critiques pas Israël. Il y a des choses qui sont tabous. Qu'est-ce que ça veut dire des choses tabous? C'est-à-dire des protections qu'il faut mettre pour que surtout on n'aille pas gratter trop loin, qu'on n'aille pas... Vous comprenez? C'est la protection qu'on se met pour arriver à avoir l'impression de pouvoir avancer et construire dans la vie. Mais les psychanalystes, après, quand ils essaient de te guérir, parce qu'on ne peut pas se la jouer tout le temps, parce que les problèmes qu'on a, on les traite quand même avec soi, parce que le fait qu'on a été malheureux dans sa jeunesse, ou battu par ses parents, ou les parents qui ne sont pas entendus, ou il y a des tromperies, ou des, je ne sais pas, l'histoire de chacun, ou les défauts, ou les choses de là. Il faut bien vivre avec quand même. Alors on peut raconter des histoires, on peut enjoliver toute l'histoire. Je ne demande pas qu'on parle, surtout pas dans mon cours. Je ne demande pas qu'on parle. Ce n'est pas un autre problème, il faut parler de tout ou pas. Comment gérer cela? Je te dis juste un mécanisme de défense qu'on se met et qui, souvent, il n'empêche pas qu'il y a quelque chose de pas beau, quelque chose de négatif, qu'on ne peut pas assumer et qu'on vit avec ça et un beau jour, ça clash. Oui, un beau jour, ça... On n'arrive pas à se la jouer tout le temps parce qu'on sait certaines choses, n'est-ce pas? Et alors, ce jour-là, les psychanalystes, ils viennent ici pour réparer. Alors, ils essayent d'enlever un peu ces écrans, enlever ces histoires que tu te racontes, enlever ces mythes fondateurs, c'est-à-dire des mythes qui font le fondement, la base de la personnalité, de la réalité, de l'identité d'une nation, d'une personne. Vous comprenez? C'est quelque chose de terrible. Je vais vous raconter à mon avis, une histoire à laquelle je suis très sensible. Autrefois, en Eretz, on avait instauré Yom HaShoah. Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'est-à-dire le jour de la catastrophe. Les Arabes, ils ont fait ça à Nekba. C'est l'Eretz Israël, c'est la catastrophe pour eux. Chacun les catastrophes à son niveau, mais chez nous, on a des vraies catastrophes, on a des vraies choses très, très, très graves. Enfin, je ne fais pas de différence avec les...
rentre pas dans l'histoire des Arabes, mais une histoire des 6 millions de morts qui ont été massacrés, quelque chose qu'on n'a jamais dans l'histoire du monde. Je ne pense pas que la meilleure façon de maintenir la mémoire, de vivre avec la mémoire de cette catastrophe, qui veut dire des choses tellement énormes qu'on est écrasé par l'énormité du sujet. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose, c'est que telle et telle date, paf, toute la circulation s'arrête en Eretz, attention à la voiture qui est devant si elle freinait plus brutalement que vous, et paf, à ce moment-là, on se met au garde à vous, on garde le silence pendant 1, 2 ou 3 minutes, j'en sais rien. Oui, je ne dis pas que c'est ça qu'on commémore quelque chose de cette façon, que c'est la façon la plus avisée. Mais peu importe, je ne parle pas de ça. Il y a plusieurs années est apparu un produit nouveau qui s'appelle, que ce jour-là maintenant s'appelle Yom HaShoah Vagvura. Je me pardonne. C'est une chose qui me donne des frissons dans le dos. Yom HaShoah Vagvura, ça veut dire quoi? Tu veux enlever que Tson Tifra, qu'on a été massacrés comme des moutons, et qu'on a eu chacun devant des situations de ce genre-là, il dévoile sa personnalité profonde. Il y a eu des gens très lâches là-dedans. Il y a des gens d'une admirable d'accepter un destin abominable qui s'abattait sur eux. Ça, c'est Yom HaShoah. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le vivre, comment est-ce qu'on peut assumer cette chose, c'est impossible. Mais enfin, il faut vivre avec ça. Mais de transformer ça en Yom HaShoah, Yom HaGvura, tu sais, je vais rétablir ta fierté, tu sais. Il y a eu le ghetto de Varsovie. On n'est pas des moutons qu'on égorge. Il y a eu le ghetto de Varsovie. Après, on continue. Et puis, il y a Masada dans l'histoire. Et Tzahal. C'est un faux. C'est une falsification de l'histoire. C'est un mythe fondateur qui se met en place dans lequel on n'arrive pas à assumer. Oui, on a été des moutons. Mais qu'est-ce que les Israéliens veulent? Ils veulent faire passer un message. Plus jamais. Maintenant que l'État d'Israël existe, plus jamais ça. Quel orgueil, quelle illusion, plus jamais ça. Mais cette espèce de témoignage cocorico, il n'y a pas que les Français qui se prennent pour des coqs, de dire plus jamais ça. Et d'ailleurs, nous, dans nos viscères et dans nos gènes, on a quelque chose de la résistance, on a fait de la résistance, on va convoquer les héros d'Israël. Qu'on fasse un truc comme ça, en séparé, chacun glorifie ses grands actes, je veux bien. Mais que tu mets à côté de Shoah, Yom Gvura, je dirais, tu tues une deuxième fois les gens qui sont morts. Parce que les gens, ils sont morts avec leur grandeur, avec leurs difficultés, avec leur cauchemar terrible d'être devant la mort, de perdre tout, d'être nu, d'être brûlé vif. Enfin, intenable ces trucs-là. Mais tu veux transformer ça en acte de quoi? Heureusement, Baruch Hashem, qu'il y a eu le ghetto de Varsovie pour nous sauver la mise. Parce que tu crois que c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire. Ça, je dis, c'est un mythe fondateur. Les mythes fondateurs sont des choses terrifiantes parce qu'ils faussent le regard de l'histoire. Ils ne créent pas des solutions, ils créent des problèmes. Parce que quand on cache quelque chose de profond, ça revient avec nous. Ça reviendra un jour ou l'autre. Et quand ça revient, alors là, mon pauvre, tu as... Très difficile, très difficile. Touche pas à mon père, ne dis rien sur mes parents. Mais mon pauvre, tant que tu comprendras que c'est pas de ta faute et que ça vient de ceci ou que ça vient de cela, quand on commence pas à expliquer un petit peu les choses et regarder les gens en face, eh ben, on n'est pas glorieux. C'est vrai, on n'est pas glorieux. Tous autant qu'on est. Il y a des cadavres dans les placards, il y a des défauts, il y a des trucs. On a tous souffert peut-être qu'un frère ou une sœur plus âgés ou plus jeunes ont été plus aimés d'après nous. On a tous des choses. On a tous des choses que ça jamais... Personne n'a une histoire qui est lisse. Donc quand il fallait un roi d'Israël, il fallait toujours nommer quelqu'un qui a un coupa chez le Shratsim. Il faut toujours avoir quelqu'un qui a un passé qui est lourd. Shaoul, il n'a pas réussi parce qu'il était trop parfait. Un homme qui est parfait, ça ne marche pas. David Ameller, il est bon. Parce que si David Ameller commence à faire son malin, on lui rappelle route. Tu sais, mon gars, tu te tais, hein? Tu as une descendante,
Tu as une ascendante, une convertie. Alors, fais profil bas. On peut le remettre à sa place. Et on a besoin de ça. Il faut savoir utiliser les choses qui sont négatives pour construire. Je continue. Il y a un merveilleux Rav Moshe Feinstein sur cette paracha. Il dit la chose suivante. Le Balak, quand il a décrit le peuple juif, il dit Hine Am yatsa mi Mitzrayim. Am yatsa Mitzrayim. Yoshev Mimouli. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, qui ça était Naaretz, il a tout couvert, il a l'invasion totale. Attila, là où il passe, rien ne repousse. Terrible. Les envahisseurs. Débarrasse-moi de lui. Rav Moshe Feinstein dit, comment est-ce que Bilam le dit? Avant, on avait déjà pris, au début du cours, on a pris que, comment est-ce que Rachi, il présente les choses en disant que la haine de Bilam est beaucoup plus fondamentale et radicale que celle de Balak, qui est juste un roi menacé, n'est-ce pas? Mais Rav Moshe Feinstein fait autre chose. Il dit, regarde, Ha'am, hine ha'am ayotse mi Mitzrayim. Voici le peuple qui sort d'Égypte. Vaïcha, c'était Naaretz qui couvre la surface du monde. Ben là, Bilam, il dit, toi, quand tu présentes la menace que fait peser le peuple juif, tu décris les choses comme ça. Ben, il y a un peuple, là, je vais te parler, un peuple, il vient d'Égypte, et depuis qu'il sort d'Égypte, il n'y a rien qui l'arrête. Des sauterelles. Une invasion de sauterelles, on n'arrive pas à faire quelque chose, on n'arrive pas à s'arranger avec lui. Ouais. Bilam, c'est un homme intelligent, c'est un homme perspicace, il comprend les choses. Il dit pas Am Yatsam, écoutez, ça c'est tellement beau. Am Yatsam Mitzrayim, un peuple qui est sorti d'Égypte, mais Am Yotsem Mitzrayim, qui sort au présent. Pas le peuple qui est sorti, mais le peuple qui sort. Rav Moshe Feinstein dit la chose suivante. Toutes les nations, c'est des nations qui, une fois qu'elles sont devenues grandes, elles réécrivent l'histoire. Ouais, elles réécrivent l'histoire. Moi, un de mes traumatismes ou de mes révélations que j'ai eues, c'est la chanson de Roland. C'est déjà un traumatisme que d'essayer d'étudier la chanson de Roland. C'est une horreur écrite en vieux français. C'est l'histoire d'une défaite transformée en victoire. Roland, c'est le neveu de Charlemagne, qui était l'arrière-garde de Charlemagne. Et après, j'ai appris des années plus tard qu'ils ont attrapé une raclée par les bergers espagnols qui ont rossé l'arrière-garde, qui ont culbuté l'arrière-garde française, n'est-ce pas? Vous lisez le récit de ce truc-là, la chanson de Roland. Waouh, quel mec, Roland! Vous savez, vous connaissez la vérité de la palisse, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la vérité de la palisse? Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Oui, c'est pour dire une vérité évidente. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Certainement, c'est pas pour dire, on appelle ça vérité de la palisse en se moquant. Mais dis-moi, si tu me dis une chose pareille, c'est vérité de la palisse, ça veut dire elle est idiote. Je pense pas que c'est ça, je pense que c'est un grand schwach, un compliment sur la palisse, qui sans doute jusqu'au bout, tant qu'il avait un souffle de vie, c'est encore un type qui tapait dans l'ennemi, qui tuait encore, qui faisait déjà, il s'est battu jusqu'au bout. Un quart d'heure avant sa mort, tant qu'il était encore vivant, qu'il avait un souffle de vie, c'était, peu importe. Mais la chanson de Roland, c'est bien pire. On a l'impression de la chanson de Roland, que Roland il était déjà mort, que son épée continue à tuer. Vous savez, c'est une espèce une histoire, pouf, extraordinaire, magnifique, magique. C'est de la précipitation, de je sais pas quoi, l'illusion, un truc incroyable. Quand tu apprends quelques années après que c'est une raclée qu'ils ont attrapée par des bergers d'Espagne, je dis, mon Dieu, regarde, qu'est-ce que c'est l'histoire, elle est devenue horrible. Ouais, bien. Dit Rav Moshe Feinstein, tous les peuples ont un souci de réécrire leur histoire. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils vont embellir leur histoire, ils vont commencer à raconter l'histoire à leur manière.
C'est ce que j'appelais les Moshlem Shalim. À dire ça, il a fait revenir ça. Vous avez toutes ces espèces de... Les Gaulois qui avaient peur que d'une seule chose, que le ciel il leur tombe. Ça, vous comprenez, on essaye de meubler les trucs avec des trucs foireux que tu ne sais même pas si c'est vrai ou quoi, mais c'est éloigné de raconter une histoire dans laquelle il y a de l'intérêt, il y a des trucs, c'est victorieux. Vae-victis, les grands trucs du latin là qu'on apprenait, malheur aux vaincus, avec Jules César. Bon. Tous, ils réécrivent leur histoire. Le peuple juif, c'est pas Amiyatsa Mimitzraïm qu'il est sorti au passé. Non. Amiyotse Mimitzraïm, c'est un peuple qui continue à sortir. Il sort au présent de l'histoire d'Égypte. Ça veut dire quoi? Zahor, Al-Tishkar. Souviens-toi, Zecher Letziat Mitzraïm. Souviens-toi qu'est-ce que t'es. Souviens-toi d'où tu viens. Matrilim Bignaï, t'étais rien. T'étais déconverti. T'étais un esclave. T'étais rien du tout. T'étais un pauvre type. C'est pas glorieux le passé d'Israël. C'est pas glorieux. Il y avait les Havot, oui. Mais tu te souviens, le peuple juif, c'est un peuple qui a été opprimé, qui n'avait pas le droit des gestes de Yom HaGvura. Il n'y avait pas du tout de Yom HaGvura chez nous. Rien du tout. Il y a une histoire malheureuse, terrible de persécution dont on a pris la leçon et on est devenu adulte à travers les coups qu'on a attrapés. Les malheurs et les difficultés qu'il fallait surmonter, eh bien, ils peuvent avoir comme résultat, et devraient avoir comme résultat, qu'on vit avec cela, qu'on surmonte ça et qu'on devient grand avec cela. Mais le gars, tous les peuples et tous les individus ont tendance à cacher cela. Il ne faut surtout pas en parler parce que ça veut dire comme si on n'était pas les maîtres du monde. Alors les nations, elles peuvent à un moment de leur histoire dominer le monde quand c'est venu leur heure. Oui, mais je veux dire, mais rien, mais ils apportent rien. Pourquoi? Parce que c'est une histoire fabriquée. C'est une histoire sur laquelle ils ont des mlitzot et des mshalim pour raconter les histoires à leur manière à eux. Et on commence à raconter l'histoire autre, on se ferme les yeux devant notre réalité. Alors on commence avec du sheker, et quand on commence avec du sheker à construire sur du sheker, sur des sables mouvants, on ne peut arriver nulle part. L'histoire ne peut arriver nulle part. Et c'est pour ça que Balak, il a dit, Am Yatsa Mitzrayim, un peuple qui est sorti d'Égypte. Il dit, Hine Ha'am Hayotse Mitzrayim, le peuple, avec majuscule. Parce qu'un peuple qui continue à sortir d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a un souci d'avoir toujours présent à l'esprit, tu sais d'où tu viens, tu sais qui t'es, n'oublie pas cette chose-là. Tu peux faire des grandes choses à partir du moment où tu assumes que tu n'étais rien du tout, que tu es livré pieds et poings liés à l'Égypte, et qu'Hachem t'a sorti de cela. Et tu ne l'oublies pas, parce que chaque fois que tu l'oublies, chaque fois que tu t'imagines que tu es grand, tu attrapes des raclées. Toute l'histoire juive, dès qu'on a oublié cela, d'où on vient et qui m'a aidé, chaque fois c'était la raclée. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est Ha'am. Et c'est pour cela, rajoute Rav Moshe Feinstein, que Balak, il voyait la menace, c'est Am Yatz Chissa et Tenar. Il a couvert la face du sol. Ça veut dire une invasion. Hein? Une invasion, le monde entier, ils sont nombreux, on ne peut pas les arrêter. C'est ça la menace. Bilam, Racha, certainement. Mais il comprend. C'est un grand bonhomme. C'est un grand bonhomme qui comprend les choses. Et quoi? Il dit Vaïchas et Inaretz. Vaïchas, c'est le vav conversif qui fait qu'un passé devient du futur. C'est un peuple qui a la vocation de couvrir le monde. C'est le peuple qui a vocation de ramener tout le monde dans le droit chemin. C'est le seul peuple qui a droit à la parole. Pourquoi? Parce que c'est le seul peuple qui assume, qui se met face à ses réalités, qui accepte son côté problématique, qui accepte de ne pas être Atemam At Mikola Amim. On n'arrête pas de nous le dire. Atemam At Mikola, vous êtes insignifiant. Sachez-le, le jour où on commence à dire Yom HaGvura, et on commence à dire Tzal, et nous, c'est jamais plus une chose pareille, on est goy. C'est une façon, un fonctionnement goy de cacher des choses parce que tu n'arrives pas à assumer. Assume! Alors tu auras un message à donner.
alors tu as quelque chose à dire parce que tu construis sur du vrai. Avec toutes tes déficiences, avec tous tes handicaps, avec tous tes déficits, avec ça tu peux construire. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça qui explique pourquoi une fois que le peuple juif apparaît, toutes les nations sont rejetées. C'est parce que les nations, c'est tout la même chose. Ils fonctionnent avec un désir de puissance. Ils fonctionnent avec un besoin de dominer le monde, d'apporter leur valeur, entre guillemets, ou les choses bien parfois très bonnes qu'ils ont apportées. C'est pas pour rejeter les nations. Ils ont peut-être des choses qui sont très grandes. Mais c'est sheker, nachalou aboteinu. C'est un mensonge, c'est une transformation sur le début de leur histoire. Les mythes fondamentaux, c'est ça l'histoire des Goïms. Et c'est pour ça que quand vient un peuple juif qui apparaît, alors là, tout ce qui n'est pas cette histoire-là, on voit bien que ça y est, c'est Ha'am, il y a un seul peuple. Un seul peuple. Il y a un peuple dont tu peux peut-être apprendre quelque chose. C'est quand le peuple juif, il arrive à assumer sa vérité, alors il peut dire des choses qui sont vraies. Si on pense à bâtir sur du mensonge, on ne peut continuer que par du mensonge. Et moi, je dirais que c'est ça l'origine de la haine fondamentale que Bilam, il a par rapport au peuple juif. C'est que Bilam, c'est l'exemple même du procédé des nations d'enjoliver les choses, d'embellir leur histoire. C'est le Moshlim Nachon Hagun Meod. C'est très avisé, dit le Ramban, de dire une chose pareille. Ça veut dire, il sait très bien que si les Haramim disent quelque chose, c'est avisé. Mais lui, il a senti là-dessus la pertinence de dire une chose pareille. Je dis, pourquoi c'est la pertinence? Parce que c'est ça, la réalité de Bilam. C'est l'homme qui réécrit l'histoire. C'est pas un journaliste, c'est pas des journalistes de guerre, rien du tout. C'est un écrivain, un transformeur et truc. Et c'est un homme comme ça aussi pertinent, quand tu vois que le peuple juif, c'est eux qui écrivent l'autre histoire. Donc c'est lui qui est en première ligne d'être éliminé. Lui qui était le top, le summum de ces gens, d'une histoire goy, d'une belle histoire goy, c'est lui qui sent que sa place, il n'existe plus. Une fois que le peuple juif apparaît, Bilam disparaît. Voilà.